Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain. Épisode numéro 6. Madame Catherine Dubé, l'honorable et la gracieuse comme toujours. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, madame. Énergisé? Oui. Retour de, je veux dire, fausses vacances, ce qui devait être une semaine s'est transformé en 2 jours because life happens. Mais oui, ça a quand même fait du bien. Beaucoup d'arcs, beaucoup de bois, beaucoup de prospection pour la chasse. Fait que c'est pas le, j'ai vu passer ça. C'est pas la quantité d'heures qui compte, c'est juste l'opportunité de mettre le cerveau à off. Fait que, ouais. Ultimement, une semaine à avoir juste rien faire, j'aurais été plus stressé qu'autre chose. Fait que je peux pas me plaindre. Tant que t'as des moments que tu peux décrocher. À chacun sa façon de décrocher, mais oui, en effet. C'est parfait. Bon, ben aujourd'hui, justement, on a un sujet qu'on voulait discuter. Yes. Le Dream 100. Hey, moi pis mon anglais, ça sonne vraiment Tantôt, quand t'as louche, dit le mic qui marche pas, il a vraiment fallu que je réfléchisse à ce que tu voulais dire quand tu parlais de ton microphone. J'ai trouvé ça cute. On dirait que j'ai pas étudié en anglais avancé. J'ai comme complètement perdu toutes mes skills. Mais le Dream 100, sous un angle différent, on va dire comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, qui se trouve être un concept très... C'est une tactique. Là, aujourd'hui, on ne sera pas stratégie au niveau. On va vraiment parler comme inspiration de choses que vous pouvez mettre en place dans la business, comment l'utiliser, puis à la limite, quick win, qui est... Si vous prenez vraiment le temps, il n'est pas si quick que ça, mais qui peut être excessivement puissant. Donc, pour mettre en contexte, parce que c'est comme moi, je prends pour acquis que c'est connu, mais quand je t'en ai parlé, t'avais un petit peu... Je connaissais pas. Exactement, mais tu sais, peut-être que tu connaissais sous un autre nom, quoi que ce soit, mais le concept est relativement simple. C'est de dire, c'est une tactique au niveau du développement des affaires pour nous permettre de protéger notre focus. Donc, on va identifier une liste de 100 entreprises qui cadrent dans la définition de notre client de rêve. Il faut comprendre la nuance quand je dis la définition de notre client de rêve. Très souvent, on va avoir un certain volume de clients qui sont des clients, je veux dire, alimentaires ou des clients corrects. C'est comme, ni plus ni moins, ils sont là parce qu'ils rentrent des billes, puis ouais. Je veux dire, on n'en parle pas. Moi, je les appelle des B. Des B ou des C? Exact, non. Ouais. Des B. Je suis à l'aise avec ça. Des B. Ensuite, tu vas avoir tes bons clients. Les clients avec qui tu as du fun, puis que tu sais, comme, c'est un vent de fraîcheur quand tu fais affaire avec. Les choses sont simples, mais sont pas encore dans la strate de client de rêve. Le client de rêve, c'est tu dis, gars, c'est un client, puis d'habitude, tu vas en avoir peut-être 5, 10% de ta business qui sont des vrais clients de rêve. Ouais. Que l'alignement au niveau de la personne, du point de contact, c'est bon, de la valeur qui est perçue par eux versus toi, de l'impact que tu vas avoir dessus. Donc, un alignement parfait de tous ces éléments-là qui fait que c'est un client de rêve. C'est important pour bien utiliser le concept de Dream 100, de mettre sur papier quelle est la différence entre un bon client et un client de rêve. Ça serait quoi, justement? Un bon client, très souvent, on va le faire avec les paramètres plus, je vais dire, classiques de... C'est quoi le territoire, c'est quoi la taille d'entreprise, c'est quoi les revenus, c'est quoi l'industrie, le secteur, ces éléments-là. Mais on oublie très souvent la notion plus psychosociale. Bon, mais c'est quoi le style de gestion de la haute direction? Est-ce qu'à la limite, même si on a l'information, là, c'est une business qui est présentement plus en mode croissance versus, dans certains cas, le client de rêve va être une business qui est plus en consolidation. Des éléments qui sont plus justement sur le profil de la business et son orientation que juste sa situation actuelle. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être un quick win, dépendamment de la proximité que vous avez avec vos clients, puis l'accès à l'information. Et en même temps, je veux dire, comme juste la connaissance de vos clients de rêve, Le fait des valeurs, t'es mettrais-tu dans le client de rêve? Oui, absolument. Parfait. OK, c'est un bon exemple. Donc, un peu plus ce qui est intangible rentrerait dans le client de rêve, finalement. Oui, absolument, c'est ça. Alors que, mettons, un bon client, ben, c'est un bon client qui, comme je te dis, il va être ça là, sur l'alignement du service rendu, puis de la taille, du revenu, et ainsi de suite, mais que tu n'auras pas nécessairement le goût de faire l'extra step. Puis que tu dis, mettons, le pari que tu prends, c'est des bons clients,
tu pourrais avoir que ça, ta business irait mieux, mais elle exploserait pas, alors que tu fais juste doubler le nombre de clients parfaits que t'as, puis là, l'impact serait possiblement exponentiel. OK, je vois le genre. Ça fait quand même une grosse différence dans, tu sais, le concept, moi, j'utilise beaucoup, c'est client ABC. Mm-hmm. Puis client A, c'est un mix d'aspects et financiers, et territorial, et fit valeur, et fit vision Koba, mais c'est un mix de tout ça. Fait que dans C'est ton pas, cas, possiblement que ce serait en effet ton A qui tombe un peu plus dans ma définition. Plus dans le rêve, mais en même temps, je prends vraiment pas en compte l'effet de levier que si je travaillais avec ces clients-là, ma business pourrait exploser. OK. Ça, tu vois, c'est pas quelque chose que je prends en compte. Puis je trouve que c'est un élément quand même différent. Parce que tu sais, déjà d'un point de vue vente, tu es capable de les identifier, la façon que tu vas essayer d'utiliser la validation sociale, le pouvoir justement de la recommandation. Tu n'approcheras pas et tu seras pas aussi, je vais dire, généreux peut-être sur les perks de recommandation d'un client de rêve versus d'un client B ou d'un bon client. Je comprends. Donc, tu sais, oui, tu peux dire que tu roules un élément standardisé, peu importe tous les clients, mais dans certains cas, oui. un peu comme avec des partenaires, tu as des partenaires des fois qui sont plus bronze, argent, or. Ben, ton Exact, client, la on relation s'entend. peut être un petit peu la même chose. C'est-à-dire, pour mon client de rêve, ben, ça me dérange pas de couper 10% la valeur parce que il reste rentable, puis à l'inverse, le fait de le protéger avec moi sur une longue période, la valeur à vie de ce client-là, direct de ce qu'il me génère, plus le rayonnement qu'il me donne en vaut la peine pour attirer d'autres entreprises de ce profil-là. Il y a des éléments que tu vas être capable de justement plus faire de compromis pour cette classe de clients-là. Là. Ouais. OK, je vois le genre. Fait que le Dream on Only, Clairement, c'est un peu l'exercice, ça. c'est pas facile. Ben, comme je te dis, ça dépend de la taille de votre business, ça dépend de combien Ouais. de clients vous pouvez avoir en même temps. Donc, c'est une situation qui est différente pour tout le monde, en effet. Et de là, dans le fond, pour revenir sur le concept qui existe déjà, pas celui qu'on va parler aujourd'hui, mais le Dream 100, c'est de dire, bon, on va faire notre liste de 100 clients de rêve, ou le plus que vous êtes capable. Et ensuite, c'est d'aller utiliser ça comme une mesure de comparaison, si vous voulez, avec planification stratégique. Pour dire, est-ce que nos alignements et nos actions sont vraiment alignés avec nos clients de rêve ou possiblement des accommodations des fois de clients qui sont plus B ou C, donc qui, au final, aujourd'hui, fait que ça paye nos bills, mais qui, à long terme, devient peut-être une dette ou un ralentissement ou une perte de focus. Donc, Ça devient un excellent intrant pour analyser où est-ce qu'on est, oui, finalement. exactement. Puis, tu sais, on va tout le temps avoir des C, des B, des A. Oh, Mais oui, un objectif certainement. pourrait être simplement de jouer avec les ratios de commandate d'aujourd'hui. Donc, j'ai une business, ça fait 2 ans, 3 ans, ça va bien, mais j'ai 40% de C, 40% de B, puis 20% de A. Ben, comment est-ce que je suis capable? Je me donne un objectif par ma planification stratégique que l'année prochaine, ben, je sois plus dans le 40, 30, 20. Ouais. Avec mes ratios, donc, qui soient un petit peu plus favorables pour l'alignement. Parce que ça, sans nécessairement aller chercher plus de clients, en gardant exemple, on avait 100 clients au 1er janvier, puis on a 100 clients au 31 décembre, juste par l'alignement, ta profitabilité, ton taux de rétention, ta mobilisation va être différente. L'élément d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on récupère cette tactique de vente-là au bénéfice de notre mobilisation au niveau de l'entreprise et aussi pour nous lever des angles morts sur notre capacité de communication et de clarté à titre de gestionnaire, à titre d'entrepreneur. Moi, puis là, tu sais, comme on est très dans la tactique, puis je veux dire, Mais tu vois, moi, je trouve que c'est tactique, mais ça devient un élément super stratégique la façon que tu l'utilises. Ben oui, tu sais, parce qu'il y a une réflexion en arrière plus haute de dire, bon, mais pourquoi j'applique cette tactique-là? T'sais, le fait qu'on l'embarque dans une tactique de mobilisation, donc on dénature Exact. la raison pour laquelle ça a été créé comme approche, c'est là que ça devient plus stratégique un peu. Mais aujourd'hui, on va Exact. quand même être dans le know-how que d'ici 20 minutes, 25 minutes, vous partez de ce podcast-là avec une bonne Puis vous êtes compréhension capable de le OK, je suis capable d'en jaser avec les personnes avec qui de Mes droit. personnes clés, mes piliers, peu importe. Exactement. Ceux que Et t'as envie. comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, Perfect. puis encore là, comme tu sais, c'est juste une inspiration. C'est quelque chose qu'on a fait de notre côté. Puis pour vrai, autant pour mes employés, ça a été apprécié, puis ça a été aidant, que pour moi, ça m'a levé beaucoup d'angles morts. Puis c'est pour ça qu'à ce temps, je le remets à jour un peu aux 6 mois, je te dirais, pour refaire l'exercice. Donc, l'idée derrière est, comme mettre sur papier juste 100 clients idéal, déjà là, c'est un bon contrat. Parce que instinctivement, vous allez être capable d'en nommer 5, 10, mais si c'est une charge qui dépend d'une personne, cette personne-là va avoir un dur moment à sortir une liste de 100 personnes. Donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est que on va aller utiliser soit, dépendamment de la taille de votre business, et nous, on l'a fait avec chacun des employés parce qu'on est 11. Mais exemple, si vous êtes une plus grande organisation, vous pouvez descendre jusqu'à exemple, au pire, votre niveau gestionnaire ou d'identifier la meilleure personne
niveau plancher par département. Donc, être capable d'avoir des gens qui vont représenter tous les paliers de votre organisation parce que la perspective va être différente, la connaissance des enjeux. Vous allez couvrir plus large selon où est-ce qu'on veut aller versus c'est quoi les bloquants qu'on a aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas capable de les atteindre. Donc, on couvre 360 un petit peu plus. Et de là, vous allez diviser 100 par le nombre de personnes impliquées. Donc, dans notre côté, on était 11. Je me suis permis de ne pas diluer, puis on a juste essayé d'avoir une liste de 110 personnes à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à chacun des employés, basé sur la définition que je te donne d'un client idéal pour nous. Peux-tu me mettre 10 noms d'entreprises qui te motiveraient si on les avait comme clients? Donc, le simple fait d'aller chercher ce client-là fait que tu serais plus mobilisé, tu serais plus fier de travailler chez nous. Pour toi, c'est quoi un client de rêve? T'es à l'aise de le partager? Pour moi, un client de rêve, c'est une entreprise qui a... Puis en même temps, parce que ma définition de rêve a évolué un petit peu avec le temps, là, mais comme celle que je donnerais aujourd'hui, non pas celle que j'ai donnée à l'époque. Ça va être une entreprise en forte croissance, mais avec le souci de bien faire les choses. Donc, très souvent, ça va être une entreprise de service entre 100 et 300 employés avec un style de gestion proactif et un focus sur l'expérience employée. Avec possiblement plus d'un point de service. OK. Fait que de là, tu sais, je suis allé positionner c'est quoi le style de gestion, c'est quoi les paramètres un peu plus d'opération, puis aussi c'est quoi la taille à peu près qu'on veut aller chercher. Parce que tu sais, des business de services qui sont plus réactives ou qui sont justement plus en consolidation, ça me parle moins parce qu'ils sont plus dans la gestion de feu puis gestion de crise très souvent que dans une vision, OK, je veux croître, mais en même temps, je comprends que pour croître, il faut que je fasse un temps d'arrêt pour pas juste croître le chaos. Il faut que j'investisse, exactement. Exactement. Fait que de là, dans le fond, chaque employé a sorti une liste de 10 noms d'entreprises qui, pour eux, selon leur compréhension et leur intérêt personnel aussi, parce que si c'est une personne qui fait l'exercice, elle va être teintée par les entreprises qu'elle connaît très souvent. Donc, tu sais, ça va donner une direction par rapport à peut-être une industrie spécifique, un secteur spécifique. Là, on couvre de droite à gauche. Pour vrai, il y a des industries que j'aurais jamais pensé, puis je suis comme... J'aurais pas pensé, mais pour vrai, ça cadre très bien dans la définition. Puis ça fait que ça va m'amener ailleurs dans la stratégie marketing. Donc là, en ayant maintenant ma liste de 100 entreprises qui est sortie par mes employés, je suis capable maintenant de faire, avant même de juger si c'est bon ou non, admettons, au niveau de ce qu'on peut faire pour le marketing ou vendre, je fais état de la situation. Un élément qui m'a sauté aux yeux, c'est il y en a qui comprennent, puis il y en a qui, c'est encore ambigu un peu, qui on sert. Parce qu'il y a des business qui étaient là-dedans que je suis comme, c'est vrai que c'est une belle business, ça serait le fun, mais c'est vraiment pas notre cible. Là. Exemple, tu sais, un Hydro-Québec ou un Loto-Québec, je suis comme, hey, je serais content d'aller les chercher, mais par rapport à Didac et notre cible, ils seraient très mal desservis. Ils seraient pas satisfaits pas dans non. À cause, justement, comme leurs besoins versus les besoins qu'on adresse, leurs douleurs versus les douleurs qu'on adresse. Fait que, tu sais, juste de faire cet exercice-là m'a amené à vraiment mieux communiquer, hey, l'entreprise qu'on veut aider, c'est celle-là. Puis en réalité, au-delà de l'entreprise qu'on veut aider, c'est celle-là. C'est les besoins spécifiques qu'on règle. C'est ceux-là. Parce que, ultimement, si tu as un focus sur quels sont les problèmes que je règle, oui, tu vas le faire avec une audience en tête, mais il y a plein d'audiences que tu ne connais peut-être pas. S'ils ont les mêmes problèmes, ben, tu peux aller chercher des audiences de second niveau, troisième niveau, qui vont quand même pouvoir profiter de ton produit, puis que tu n'avais pas prévu pantoute, là. Tout à fait. Que ça t'a permis de comprendre que il y en a qui n'avaient pas compris. Puis je le prends sur... Mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est... Puis, je pense que c'est même pas... c'est la faute... Tu sais, c'est un enjeu de communication, un enjeu de clarification. Et c'est tellement difficile, je trouve, de préciser un persona comme tu viens de le faire par rapport à un client type. Tu sais, il y en a qui se leur posent la question, puis c'est comme... juste poser la question de la définition, tu sais, sort même pas une liste parce que la définition est pas claire, parce que après tu peux te risquer de te lancer dans 1000, admettons, tu aurais Hydro-Québec, tu gardes Hydro-Québec sur ta liste, et tu peux t'éparpiller solide dans ta stratégie, de vente marketing, mais aussi dans ta stratégie d'opération, qu'est-ce que tu sais, je me mets dans ta peau, quelle personnalisation on accepte, oui, non, quelle fonctionnalité on développe, c'est pas du tout les mêmes fonctionnalités pour une entreprise de 250 employés, admettons, puis l'Auto-Québec, admettons, avec un niveau de sécurité qui est pas le même du tout, là. Oui, puis tu sais, c'est une question de...
ton produit, ton service répond à un problème, répond à des douleurs. Le problème d'aller chercher une audience, admettons justement, qui est trop large, tous les problèmes et les douleurs sont légitimes lorsqu'on les évalue de façon individuelle. Oui. Par contre, lorsque tu crées un produit ou un service, tu veux être capable d'assembler le plus de douleurs qui sont faciles à communiquer avec un seul message uniforme. Puis c'est là qu'il faut 100%. tracer la ligne, parce qu'il y a des business que j'aimerais aider, mais que si je le fais, ben ça devient une distraction, parce que, bon, il y a tu sais, comme je dis, une business qui a un problème, son besoin légitime, mais il y a juste elle ou, mettons, 20% d'une audience disponible qui l'ont, versus ce temps que je pourrais mettre mes ressources pour régler ce problème-là, ben, je pourrais le mettre sur quelque chose qui va bénéficier à encore améliorer une solution qu'on a déjà pour un marché 4 fois plus grand. Donc, c'est Puis le marché peut être aussi, je vais juste mettre un bémol, parce qu'il y en a beaucoup qui vont le marché avec le plus grand nombre de clients, mais c'est aussi le potentiel de dollars aussi. Tu sais, c'est un mix. C'est quand on parle de marché, juste pour spécifier, parce que souvent j'ai eu cette discussion-là, tu sais, c'est pas comme, OK, il y a 20 clients dans un, il y en a 100 dans l'autre, donc je vais sur celui de 100. Tu sais, ta si les valeur 100 moyenne par client, c'est quoi? Ta longévité? Exact. Tu sais, la fidélisation, tu sais, quand je suis en train de justement étudier sur tout ce qui est le capital immatériel, puis la longévité, la durée par client, est-ce qu'ils sont capables de payer ton produit et ton service? Tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte dans le marché que juste j'amène une petite... une petite nuance. Une petite nuance. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, à partir de là, tu sais, on est dans de l'exercice, admettons, du Dream 100, dans un point de vue plus mobilisation, a découlé plein d'affaires, dont, entre autres, la révision complète avec les actionnaires de c'est quoi ce qu'on appelle les core loops. C'est quoi les 3, 4, 5 douleurs maximum ou intentions d'un client qui vient chez Dulac? Qu'est-ce qu'il recherche? Quelles sont ses attentes essentielles? Que tant que ceux-là sont pas réglés de façon rapide, simple et alignée, ben ça sert à rien d'aller faire des ajouts complémentaires. Parce que nos 5 douleurs qu'on a identifiées, ben c'est ceux qui sont, je vais dire, les plus uniformes et communes pour le bassin qu'on a identifié de clients potentiels disponibles. Que de ta liste, t'as découlé cet exercice-là de douleur parce que tu t'es rendu compte que c'était pas clair pour tes gens. Exactement. Donc, c'est comme... Fait que, tu sais, de dire... Admettons que ça aurait été clair. Tu sais, est-ce que tu vois... Tu sais, c'était pas clair pour combien de pourcents de ta gang environ? Ben, c'est sûr que ça monte vite. En pourcent, on est 11. Mais admettons, oui, c'est ça. Mais sur admettons... 11, admettons, je suis capable de dire qu'il y en a un bon... J'ai le goût de dire 3,5. Qu'il a fallu que on se prenne un temps pour s'asseoir. Tu sais, c'était pas 100% qui était loufoque. Mais il y en avait quand même. Puis tu sais, c'était du mix and match, là, tu sais, comme des business qui... Mettons, Simons à Québec, pour nous, ce serait excessivement bien aligné, je pense. Puis ils se retrouvaient sur plusieurs listes de plusieurs personnes. Oui. Mais dans ces mêmes listes de personnes-là, ben c'est ça, t'avais du exemple Hydro-Québec, puis ces éléments-là, puis je suis comme, là, on est passé de t'as très bien compris à t'as rien compris, donc laisse-moi savoir c'est où que je dois pallier pour l'écart de compréhension. Parce que c'est ça, tu sais, comme de façon réaliste, très souvent, c'est que tes gens, l'avantage d'utiliser tout le monde, c'est que c'est des gens qui vont contribuer à l'amélioration du service, à l'exécution du service ou du produit. Donc, tu sais, c'est des gens qui sont directement alignés avec la valeur perçue au client. Et plus tu as une business qui est proactive, plus tu peux te permettre de prendre du temps pour réfléchir en amont à comment tu améliores ton produit. Puis moi, ben, un des éléments que ça m'a montré, c'est qu'il y a une personne stratégique dans mon organisation que sa compréhension n'était pas nécessairement... était pas off, mais n'était pas assez alignée à mon goût. Mais pourtant, c'est une personne qui est directement alignée avec la décision des solutions qu'on va implanter puis des améliorations qu'on va faire dans le produit. Donc ça, pour moi, c'est un angle mort. Ben oui. Parce que ça fait que, bon, mais dans les responsabilités de cette personne-là, elle a un mot à dire dans les fonctionnalités qu'on développe pour les problèmes qu'on essaie de résoudre, mais clairement qu'elle a une mauvaise compréhension des problèmes qu'on essaie de résoudre avec l'audience qu'elle m'a mentionné. Donc, c'est méga intéressant parce que tu as deux volets dans cet exercice-là. Tu as le volet angle mort, tu as le volet aussi de découverte de nouveaux secteurs que tu disais un peu tantôt. Hey, j'avais-tu vu, j'avais pas vu cet élément-là, d'opportunités que peut-être ayant le nez trop collé sur l'arbre, ben, on voit pas, que c'est quand même, faut vraiment regarder les deux côtés de la médaille quand on reçoit finalement cette liste-là. Là. Oui, absolument. Puis tu sais, après ça, c'est sûr que la beauté de la chose, c'est que quand tu es capable de rallier tout le monde sur une liste, ben même à 11, là, tu sais, chaque personne
connaît au moins 25 personnes. Qui connaissent au moins 25 personnes. Donc, le simple fait de l'avoir mis sur papier, ben là, ça nous a identifié. Ah, ben, cette personne-là, moi, ça m'intéresse pas, mais toi, tu ta liste, puis je connais telle personne qui travaille là. Fait que, tu sais, ça facilite, après ça, des points d'entrée. Oui. Au minimum, tu communiques à ton monde différentes façons qu'ils peuvent contribuer avec la croissance de la business. Ou, à la limite, tu peux utiliser ça, mettons, un des éléments qui est sorti de notre côté, ben, le volet divertissement est quand même un pôle fort dans l'intérêt de mon monde. Puis ça s'est vu par la nature des business qui ont été sortis. Fait que de là, bon, mais moi, je pars avec ça, puis bon, mais comment est-ce que, mettons, oui, on peut aller chercher des gens dans 4, 5, 6, 10 industries différentes, mais tant qu'à commencer avec une, je peux-tu commencer avec celle qui va motiver mon monde? Ben oui, 100%. Fait que de là, c'est d'utiliser cet outil-là pour dire, parce que, tu sais, on en revient à nos enjeux classiques de rétention d'employés, augmentation de la productivité, l'efficience. Fait que, ça part de garder ton monde heureux, de l'expérience employée. Puis pour moi, c'est un exercice qui, vu de l'extérieur, c'est un exercice de développement des affaires. Moi, quand je le fais, mon intention, c'est un exercice de mobilisation interne. Puis même au-delà de ça, je le vois vraiment plus large parce que je le vois, oui, comme la mobilisation interne, mais un réalignement. Mm-hmm. Parce que, OK, oui, on mobilise, tu sais, le côté, mais il y a un réalignement si les gens n'ont pas compris ta stratégie. Ou si tu as changé beaucoup ta stratégie, parce que ça se peut, là, il y en a qui font des pivots, il y en a qui font des ajustements, qui ont délaissé certains secteurs d'activité, puis leurs valeurs ont évolué avec le temps. Tu sais, je pense chez nous, là, entre autres, l'aéronautique a déjà été un secteur fort, okay, qui est loin d'être un secteur... Il n'est plus du tout. Mais c'est plus un secteur fort. Pourquoi? Ben parce que, bon, ben pour plusieurs considérations économiques, environnementales, etc., c'est plus un de nos secteurs 100% alignés. Puis, tu sais, surtout que les économistes prévoient qu'il y a le 2/3 des avions qui voleront plus dans 10 ans. Là, c'est quand même une information pertinente, quand même. C'est quand même pertinent. Mais tu sais, vois-tu, par contre, ça a été clair quand on l'a annoncé, mais il y a d'autres secteurs d'activité qui ont été peut-être des fois moins clairs parce que c'était moins gros. Tu sais, tu comprends? Okay. C'était pas, comme exemple, un secteur d'activité qui représentait 40... Tu sais, exemple, un secteur d'activité qui représente, ou un client qui représente une dizaine, quinzaine de % de ton chiffre d'affaires. Chose que tu veux pas, là. Tu sais, puis là, tu le finances, tu dis, je le laisse-tu, je le laisse pas, je le rentre-tu, je le rentre pas. Puis des fois, tu as pris des décisions que tu as mal communiquées, puis ça arrive très souvent. Puis les gens, ils pensent encore que c'est oui, c'est un mauvais signal au niveau du message, puis tu traînes, je vais dire, un mauvais message aussi avec tes employés. Oui. Fait que, ouais. Non, c'est ça, tu sais, fait avec un simple exercice qui a... Pendant longtemps, moi, j'étais comme, c'est pédaleur un peu comme approche au niveau des ventes, parce que je trouvais ça mal intentionné, puis j'étais comme, non, comment est-ce que je peux prendre une technique, parce que je suis capable de reconnaître qu'il y a du bon là-dedans, puis juste me réapproprier ça pour que ça serve aux fonctions qui, pour moi, sont peut-être plus importantes. Fait que, tu sais, quand on est Ben oui, puis il y a tout ton redesign aussi de produits que je vois autour de ça. Admettons, ton produit, il serait dû pour une 2e, 3e génération, peu importe. Mm-hmm. Puis là, t'es en train de repenser, tu rentres ces tables à dessin, admettons. Ça vaut la peine de faire l'exercice avant. Avant une planification stratégique, admettons, de dire, avant d'embarquer dans des gros chantiers d'investissement, puis d'opération, puis de développement, je suis comme, bon, mais est-ce que ça passe le test de mon garde-fou de, justement, mon Dream 100? Parce que c'est sûr que du moment que tu l'as sur papier, du moment qu'elle est mi-écrite, tu ne peux plus la nier. C'est un outil de travail à partir de là, puis un élément que, tu sais, comme là, pour l'instant, je l'ai pas fait encore parce qu'on en a pas re-signé, mais possiblement que je vais mettre des incitatifs avec notre équipe. Ou minimum des rituels de célébration de comme, hey, gars, on est tout le temps content de signer des nouvelles entreprises, mais quand on en signe une de cette liste très spécifique-là, on va prendre un temps d'arrêt et le célébrer. Puis pas juste en faire mention, tu sais, on va peut-être même sortir le monde prendre une bière, sortir du dîner ou whatever, mais comme en faire un rituel, histoire que les employés c'est communiqué, puis comme c'est pas juste on l'a fait une fois puis on l'oublie après, puis comme, hey, gars, on met du sérieux là-dedans. Puis quand ça arrive, ben donner le goût de comme, c'était le fun, peut-être que moi ça m'intéressait pas, mais on a été capable d'aller chercher ceux-là qui faisait triper telle personne. Puis comme on va le souligner, puis à partir de là, la prochaine fois, ça va peut-être être à mon tour. Fait qu'il y a comme un élément, je vais dire, culturel un peu que tu peux instaurer derrière ça. De fierté aussi derrière. Exactement, là. Fait que c'est ça, la journée qu'on imprimera de l'argent puis savoir quoi faire, on sortira
les tambours et les trompettes à tous les fois qu'il y aura une signature d'un client qui est sur le 100. Mais minimum, ça vaut la peine d'être souligné. Puis c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est une question de donner du sens aussi à tes employés, là. Fait que, tu sais, t'as tes processus clés, mais des fois, tu vas faire le petit step plus un que l'autre, puis tes employés savent comme plus, mais là, t'as accommodé lui, mais pas lui, puis pourquoi? Parce que, tu sais, cette personne-là n'attribue pas autant le même niveau d'intérêt à une business A qu'une business B, parce que c'est pas dans son champ d'intérêt, mais c'est dans le mien. Fait que tu faire comprendre que, gars, notre offre de service, elle commence là, elle arrête là. Mais pour les clients, sur le Dream 100, sache que tu as le droit de faire le petit step de plus, même si ça te coûte un peu plus de ton temps qu'on n'aurait pas fait traditionnellement, parce que justement, il y a une raison pour le justifier. C'est plus, mettons, arbitraire, telle personne dit oui, telle personne dit non, puis pour lui, on va lui donner 3 heures, alors que l'autre, on va lui donner rien qu'une heure d'accompagnement, puis donc on crée un cadre qui fait plus de sens aussi pour les employés, là. Tout à fait. Puis ça simplifie après ça. Évidemment, tu sais, comme un coup que tout ça c'est fait, donc pour les bonnes raisons, c'est là que l'impact final va se ressentir dans le marketing puis dans les ventes, de dire mais si mettons on devait que parler à ceux-là, c'est quoi les outils qu'on doit créer, comment est-ce qu'on leur parle, puis d'accepter que ton message public, peut-être qu'il va moins peut-être qu'il parlera plus pantoute à tes clients C, puis peut-être qu'il parlera beaucoup moins à tes clients B. Ça veut pas dire que tu les veux plus. Ça veut dire que tu prends le pari que si tu fais un message qui est tellement aligné avec le client A, mais qui répond au même... Ultimement, ton client A, la différence, c'est pas les douleurs. C'est très souvent, comme on l'a mentionné, les valeurs, admettons, la vision, et ainsi de suite. Donc, ta fonction première de ton produit va continuer de créer de la valeur pour ton client C, ton client B, mais tu vas rayonner beaucoup plus et tu vas récupérer du momentum avec presque que ton client A, préférablement, parce que justement, ton message est aligné. Ah, ben oui. Ben oui, puis je pense que il faut à un moment donné être clair, puis en essayant de tout faire en même temps, le message, il n'y a personne qui se reconnaît au final dedans. Mm-hmm. C'est un des gros enjeux en stratégie marketing, d'essayer de tout faire pour tout le monde. Parler à tout le monde, exact. C'est pris de la flexibilité de haut de gamme. Mais des fois, c'est que, tu sais, puis on l'a vu tantôt, c'est qu'à ce moment-là, c'est quoi la définition entre un B puis un A, un bon puis un de rêve. Des fois, c'est très subtil, là. Mais c'est la subtilité qui fait que, je suis pas à l'aise de l'assumer publiquement parce que là, c'est tellement rendu niché. Take the dive. Essaye-le. Puis au pire, mets-le 3 mois, mettons, dans tes communications, fais des tests. Puis au pire, tu reviendras à ton message qui est plus générique. Si jamais tu vois que ça n'a pas les résultats donnés. Mais ça vaut la peine, là, tu sais, comme d'afficher tes couleurs, que nous autres, on travaille juste avec des business qui sont proactifs. Si tu dis ça, c'est sûr que tu vas disqualifier tous ceux-là qui viennent puis qui te payent déjà parce qu'ils sont obligés de le faire, pas parce qu'ils ont envie de le faire. Mais la réalité, c'est que là, tu vas possiblement attirer plus de gens qui sont proactifs, mais ceux qui sont obligés de faire sont quand même obligés de le faire, fait qu'ils vont venir anyway. Tu vois, moi, un des critères là, qui ferait un client de rêve, il y a tout l'aspect de curiosité intellectuelle qui est présente dans nos... Puis qui est très difficile à un moment donné à affirmer par moment, mais c'est vraiment ça, je te dirais, les clients A, là, quand il y a une curiosité puis une soif d'apprendre, c'est même pas des clients, c'est des clients de rêve, parce que, tu sais, j'ai des clients A qui n'ont pas nécessairement toute cette compétence-là, mais la curiosité intellectuelle, c'est du bonbon pour nous, là, tu sais, on triple, c'est vraiment parce que nous, tu sais, on est des machines d'R&D, on recherche tout le temps, puis c'est nécessairement, on amène le client ailleurs, dans des choses qu'il connaît moins. Ouais. Donc, pour le fit, tu sais, pour nous, c'est l'exploration de nouvelles façons de faire en management. Tu sais, ce client-là, on n'a pas besoin de le convaincre. Il est dans... Tu sais, hier, je donnais une conférence. Il va te suivre dans tes idées, admettons, même s'ils sont pas nécessairement backés par la science ou quoi que ce soit. Genre. Ou il va croire en la science. Il va comprendre, puis au lieu de rester dans ses paradigmes, tu sais, quand, exemple, on parlait, j'étais en train de parler des limites planétaires, mais là, il se questionne qu'est-ce que ça a comme impact sur lui, tu sais, au lieu de rejeter le fait que la planète se réchauffe, par exemple. Okay. Tu comprends? Tu sais, il y a comme ce bout-là qui est du bonbon pour nous, parce qu'après, on peut aller pousser plus loin. Tu sais, moi, une question, un client qui m'a fait, ouais, qu'est-ce que tu penses de telle chose qui est sortie dans telle industrie? Wow! Merci, je te reviens, puis ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai pas de misère à voir ton père triper dans cette dynamique-là, mettons. Là.
Exact. Mais tu sais, mais toute ma gang tripe dans cette dynamique-là de dire comme, OK, j'ai pas à convaincre sur des nouveaux courants qui embarquent. Puis en fait, pas qui y croient dur comme fer, mais qui ont la curiosité de comprendre. L'idée de considérer. Oui. Ouais. Tu vois que moi, dans mes clients de rêve, il y a clairement cet élément-là. Puis c'est là que ça devient qui est social. Exact, c'est ça. Puis c'est là que ça devient intéressant. Tu sais, fait que, tu sais, de faire l'exercice de nos clients actuels, combien cadrent dans ce paramètre-là. À l'inverse, comment, mettons, est-ce que ça c'est, parce que là tu l'as dit, ça c'est ta définition à toi. Va le benchmarker avec celle, parce que c'est là qu'il faut pas faire l'erreur de imposer notre préférence personnelle comme étant les paramètres du Dream 100. Comme je l'ai mentionné, c'est la même erreur que si c'est une personne solo qui sort la liste des 100. Elle va être teintée. Exactement. Donc c'est, 100%. On en revient sur les paramètres à l'avantage de l'organisation et non pas juste d'une seule et même personne. Donc c'est pour ça que j'aime ça, avoir plusieurs personnes qui collaborent un peu dans le processus de définition d'un client parfait, du client de rêve, et après ça, l'élaboration du mapping. Mais l'étape qui est intéressante dans ton cas, après, c'est bon, mais maintenant qu'on le sait, on s'est entendu et on le reconnaît, qu'est-ce qu'on doit faire comme action pour être capable de le filtrer en amont, ça? Parce que, tu sais, c'est excessivement difficile d'aller valider ça avant d'entreprendre un mandat. Puis c'est là que ça amène à des réflexions intéressantes de comment, mais sur le marketing, on peut-tu faire un petit widget, que ça te permet d'aller tester des idées, puis si une personne se challenge elle-même 3-4 fois, tu vois qu'elle est curieuse, donc ça peut... parce que c'est les paramètres les plus difficiles à aller mesurer, mais qui font toute la différence. C'est pas comme exemple un nombre. C'est pas comme le nombre d'employés. Super simple. C'est un peu comme la proactivité, c'est pas facile non plus à mesurer. Là. Dans le meilleur des scénarios, la personne va te dire qu'elle l'est, puis tu vas juste le découvrir par après. Fait qu'il y a comme un élément de confiance aveugle. Fait que c'est de se dire, bon, mais comment est-ce que je suis capable de schématiser une façon dans mon processus, soit d'appel exploratoire ou même en amont au marketing, pour qu'une personne, si j'y parle, il a fallu qu'elle passe dans des étapes qui valident qu'elle a cette caractéristique-là, mettons. Là. Fait que ça peut amener sur des sur des chantiers que tu fais comme, hey, on n'aurait pas pu le planifier dans le planif stratégique, mais pourtant, au niveau de notre taux de conversion, mettons, d'appel, c'est une des choses qui peut avoir le meilleur impact, mettons. Donc, merci Mathieu de ce partage de pratique. Moi, je rentre dans ma planification stratégique justement dans 3 semaines. Okay. Je pense que c'est un exercice préliminaire. C'est un exercice préliminaire. Puis je vais ajouter la question pourquoi. Je pense que je vais demander, nous aussi, on est 12, hein. Okay. Je vais demander aussi le 10, puis je vais demander pourquoi tu as sélectionné ceux-là. Puis tu es rendu là. Je suis curieuse. Les rencontres, moi j'ai utilisé les one-on-one pour discuter individuellement avec les personnes sur pourquoi ça c'est un bon pic, puis l'autre ça l'est pas. Oui. OK. Mais je vois pas de problème et ça pourrait être dans votre cas, mettons, j'ai l'impression que vous êtes déjà, nous autres on est de plus en plus remote, fait que c'était plus dur à orchestrer un peu. Oui. Mais je vous vois, nous sommes tout le temps ensemble de ce temps-là. Fait que c'est un exercice que je trouve qui serait le fun après à juste rabattre, à faire une espèce de post-mortem de l'exercice. Ensemble, on en débat pour que, en même temps, les petites nuances d'un puissent éduquer une autre personne. Parce que c'est pas parce qu'elle l'avait pas mis sur sa liste qu'elle c'était peut-être son 11e choix, là, puis comme les 10 premiers qu'elle a mis, c'était bon. Mais fait que je pense que chaque élément qui est un exemple ou une opportunité de clarifier qui on vise, pourquoi, je pense que ça a un gain collectif. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire de votre côté. Là. Puis, on va lancer la même question aux auditeurs et aux auditrices. Je serais curieuse de savoir, il y en a qui ont déjà utilisé cette technique-là, juste d'un point de vue, cette tactique-là de vente. Puis, ils l'ont-tu twisté aussi? Moi, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous en faites. Et si vous l'avez jamais fait, est-ce que vous voulez en faire quelque chose? C'est quelque chose qui a un bel impact et qui se fait en 3 courriels. Oui. Salut, guys! Je vais raccrocher. C'est ça, c'est comme 3 courriels, un beau spreadsheet avec une colonne par personne, allez mettre vos noms. Ou à la limite, un onglet par personne. Une erreur que moi j'ai fait un onglet avec les noms de tout le monde. Fait que les autres pouvaient voir c'était quoi les noms qu'ils mettaient. Fait que je pense que ça a peut-être teinté certains résultats. Donc, de garder ça un petit peu plus en vase clos, au pire, à le faire avec un SurveyMonkey pour que ce soit vraiment des choix hyper personnels. Je pense que ça pourrait être encore plus favorable. Puis, un élément que j'ai pas fait, mais à cette heure que j'en parle, l'année prochaine, je pourrais essayer de commencer à le mesurer, c'est parce que à tous les 6 mois, mettons, moi, je vais le revisiter.
Puis de temps en temps, je suis comme, hey guys, on en a signé, ben, il y en a que tu vas éliminer. On leur a parlé, puis finalement, ben, il y avait pas de fit, il y avait déjà un LMS, quoi que ce soit, fait qu'ils se créent des trous. Fait qu'une fois, mettons, aux 6 mois, hey, allez me remettre des noms là-dedans, puis de tout le temps, à chaque fois que tu fais l'exercice, d'aller essayer d'améliorer ton score d'alignement. Donc, mettons, sur 111, 110 noms d'entreprises qui ont été soumises, j'en avais, cette année, je sais pas moi, 30 qui étaient pas bons. Parfait. La prochaine fois que je le fais, on s'est-tu amélioré parce que ça va te montrer si ton équipe progresse sur la compréhension de l'audience que tu veux aller chercher. Puis à la limite, ceux qui continuent, ben, tu vas te rendre compte, c'est-tu parce qu'il y a un blind spot avec une personne ou il y a un blind spot dans mon message marketing à haut niveau puis de ce que je communique. Donc, parce que très souvent, ça va pas être la faute de l'employé. Oui, ça se peut. Mais j'en reviens à c'est notre job de communiquer. C'est la vision à long terme, la vision à court terme. Et pour le produit, encore plus, c'est quoi les problèmes qu'on vise à régler là? On crée pas des solutions avec comme notre compréhension. On essaie de changer un comportement, puis c'est basé là-dessus qu'on va créer la solution. Donc, si on n'est pas capable d'identifier les bons comportements problématiques ou justement les bons problèmes d'opération, à cause qu'on évalue la mauvaise audience, ben on se tire dans le pied, puis on ajoute des produits, des services à notre compagnie qui, oui, vont peut-être avoir de l'attraction, mais qui créent de la distraction. Oui. Au final, sur le long terme. Oui. 100%. Fait que, merci Mathieu. Ben, c'est moi qui te remercie. Je serais curieux, tu m'enverras ta liste. Puis, je serais. Mais là, moi, je vais faire un Google Form, genre en raccrochant. Ceux qui le. Puis, quand, mettons, non seulement je challenge les gens à faire l'exercice, ceux qui le font, pour vrai, shootez-moi votre liste. Parce que c'est ça, un élément qui devient hyper le fun après ça, puis peut-être que vous allez être capable de trouver la réponse que moi, je n'ai pas trouvée, c'est que cette liste-là, pour ça, tu veux l'utiliser, oui, à l'interne, mais un client qui sait qu'il fait partie de ta liste VIP, là, tu penses-tu qu'il va être plus enclin de travailler avec toi qu'avec un compétiteur, peut-être? Fait que c'est trouvé. Je pense que oui. Je pense aussi. Mais je n'ai pas trouvé la bonne façon de communiquer de façon intelligente cette liste-là. Pour pas que ça sonne pédaleur, pour pas que ça sonne discriminatoire versus peut-être le compétiteur d'une personne sur ta liste, quoi que ce soit. Fait il y a quelque chose, tu sais. Je te dirais que j'ai 80% de la route de fait, mais j'ai un 20% que je me demande encore de faire. Fait que ceux qui font l'exercice, faites-le. Shootez-moi votre liste et si vous avez des idées sur comment est-ce que vous pouvez mieux utiliser cette liste-là pour les approches puis communiquer les business qui sont sur votre radar, là, c'est moi qui vais être en mode apprentissage. Éduquez-moi sur vos bonnes pratiques. J'aime ça. Donc, à bientôt, Mathieu. Ben, prends soin de toi. Bonne planif. Puis, on se revoit dans les prochaines semaines. Exact. Bye. Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain.